Vous connaissez sans doute la Masia. Peut-être que ce nom vous évoque Messi, Iniesta, Xavi ou encore aujourd'hui Lamine Yamal, mais la Masia c'est pas qu'un centre de formation, c'est une philosophie, une culture à part entière. Un lieu où des jeunes garçons venus du monde entier viennent apprendre bien plus que le football. Ils apprennent à penser le jeu, à le ressentir, à le jouer à la barcelonaise. Dans cette vidéo, je vous emmène à l'origine de cette institution unique. À l'origine, la Masia n'était qu'une ferme. Construite en 1702, la Masia des Camplanes se situait à San Juan d'Espí, en périphérie de Barcelone. On y trouvait des vignes, des oliviers et le calme de la campagne catalane. En 57, tout change avec l'inauguration du Camp Nou. Le club du Barça décide de racheter cette ferme pour en faire son siège administratif. Elle abrite alors des bureaux, des archives, les salles de réunion, mais au fil des années, les besoins du club grandissent et le bâtiment devient trop petit. C'est sous la présidence de José Nunez qu'une idée ambitieuse voit le jour. Transformer cette ancienne ferme, qui ne sert plus à rien, à la base elle abritait le centre administratif, le siège administratif, mais vu que le Barça a grandi de façon exponentielle, ce centre administratif n'était plus contenu dans la ferme et du coup elle était un peu inexploitée. L'idée donc sous la présidence de José Nunez est d'installer un centre de formation résidentiel. Le 20 octobre 1979, la Masia est officiellement inaugurée. 11 jeunes joueurs venus de toute l'Espagne, de Catalogne, d'Andalousie, du Pays Basque ou encore de Madrid, emménagent dans ce bâtiment en pierre. Le club y installe des dortoirs, une salle de classe, un réfectoire, des vestiaires et bien sûr un terrain d'entraînement. Le lieu garde par contre son apparence assez rustique. La question que vous posez sûrement, c'est que font les jeunes de la Masia? La réponse est qu'ils suivent un rythme de vie assez structuré. Le matin, ils assistent à des cours classiques, c'est-à-dire des cours que les jeunes espagnols suivent académiquement, de l'espagnol, du catalan, des maths, de l'histoire, puis ils enchaînent avec des entraînements, axés sur la technique et la tactique. L'après-midi est plus légère, ils peuvent se détendre et parfois ils ont des corvées collectives à faire. À 22 heures, tout le monde est au lit. Dès la première année, la Masia constitue une équipe de U17 qui joue en championnat catalan. L'objectif n'est pas seulement de gagner, mais surtout d'apprendre à jouer en équipe, à lire le jeu, à se démarquer par l'intelligence collective et la qualité de passe. Mais du coup, vous vous posez sûrement une deuxième question. Est-ce que c'est efficace? Ouais, moi je vous imagine comme ça quand vous parlez. Dès juin 1980, le club publie un premier bilan très encourageant. Les jeunes ont progressé, même si leur gabarit reste plus léger que celui des autres équipes. Le projet plaît et le club envisage déjà de l'élargir. On propose de recruter plus largement, jusqu'à Valence et l'Andalousie. Il est aussi question d'ajouter un deuxième terrain, une salle de musculation, voire de faire intervenir un psychologue sportif. L'éducation scolaire est jugée excellente et les éducateurs saluent la qualité de vie sur place. La Masia est en marche. C'est bien beau de parler de la Masia, de la Catalogne, mais ce qui est important pour analyser l'histoire de la Masia est d'avoir une vision macro sur ce qui se passait en globalité dans le football mondial à cette époque-là, et plus précisément dans les années 80. Dans les années 80, on peut remarquer que le football européen va basculer dans une ère plus grande, avec plus de professionnalisme. On assiste notamment à la naissance d'académies structurées, à l'influence croissante de clubs comme l'Ajax, ainsi qu'à l'arrivée de contrats beaucoup plus gros et des droits TV de plus en plus importants. Le FC Barcelone s'inscrit pleinement dans cette évolution en transformant la Masia en une véritable académie de formation. Ce modèle novateur s'inspire des grandes filières étrangères, tout en cherchant à affirmer une identité propre. Dès cette époque, les dirigeants catalans affirment l'ambition de former un joueur à l'image du club. La Masia construit alors les bases de son futur rayonnement, en créant un environnement à la fois sportif et scolaire. Elle devient rapidement un centre d'excellence, reconnu. Le Télégraphe anglais ira jusqu'à la comparer plus tard à l'Ajax, évoquant la première chaîne de production du football mondial. Là, dans l'histoire que je suis en train de vous raconter, on arrive dans la période des années 88. Et un acteur très important émerge. Johan Cruyff. Il y a un avant et un après Johan Cruyff au Barça. Johan Cruyff va rejoindre le Barça en 88, mais lorsqu'il arrive, il ne vient pas simplement entraîner une équipe, mais imposer sa vision, sa manière de penser le football. Ce qui va profondément bouleverser l'identité du club, jusqu'à influencer le fonctionnement même de la Masia. Ancien maître à jouer de l'Ajax et de la sélection néerlandaise des années 70, Cruyff a grandi dans la culture du football total. Cette philosophie prône un jeu collectif, où chaque joueur est capable d'occuper plusieurs postes, où le ballon circule plus vite que les hommes, et où l'intelligence prime sur le physique. À Barcelone, il rejette les critères traditionnels de sélection, comme la taille ou la puissance. Cruyff va imposer alors à toutes les équipes du club, des U8 à la réserve, un système de jeu unique, le 3-4-3 en losange. 3 défenseurs, souvent techniques, qui relancent proprement, 4 milieux se partageant les rôles, un meneur reculé à la Guardiola, un milieu offensif créatif comme Iniesta et 2 relayeurs.
En fera 3 attaquants rapides et imprévisibles occupent les ailes. Mais au-delà du schéma, c'est une idée directrice qui domine. Posséder le ballon, jouer en triangle, bouger sans cesse, presser dans les pertes et miser sur l'intelligence plutôt que la force. Tous les joueurs, même les défenseurs, doivent être à l'aise techniquement. Le Barça doit imposer son style, peu importe l'adversaire. Cette vision de Johan Cruyff transforme la Masia. Ce n'est plus un centre de formation, c'est une école de pensée. Les jeunes y apprennent à lire le jeu, à se déplacer intelligemment, à réfléchir plus vite que l'adversaire. Ils apprennent surtout à jouer collectivement, à une touche de balle, toujours en mouvement. Peu à peu, ce style devient une culture. Les enfants formés à la Masia grandissent avec les idées de Cruyff. Ils jouent court, cherchent les espaces, pressent ensemble et gardent toujours le ballon. Sans le savoir, Cruyff est en train de créer l'ADN du Barça moderne. Au tournant des années 2000, tout ce que Johan Cruyff avait semé commence à porter ses fruits. La Masia ne forme plus seulement des bons joueurs, mais fait émerger des génies. Une génération dorée voit le jour. Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets et bien sûr Messi. Tous sont passés par la Masia et tous incarnent un même code footballistique. L'intelligence du jeu, la technique, la lecture et la capacité à jouer juste et vite. Entre 2008 et 2012, Barcelone atteint des sommets. Le club remporte 4 Ligas en 5 ans, 2 Ligues des Champions en 2009 et en 2011, ainsi que le sextuplé historique en 2009. Dans le même temps, l'équipe d'Espagne, composée en grande partie de joueurs formés à la Masia, gagne l'Euro 2008, la CDM 2010, puis l'Euro 2012. Ce n'est pas un hasard, parce que le noyau dur de la sélection est entièrement barcelonais et le style de jeu qui est pratique est directement hérité de Cruyff. Le paroxysme de la Masia est atteint le 25 novembre 2012. Contre Levante, le Barça va aligner un 11 composé de joueurs formés à la Masia. Une première de l'histoire du football moderne. Même l'Ajax des années 70 n'avait pas fait cela. Ce jour-là, le rêve de Cruyff est pleinement accompli. Mais en parlant de symbolique, on ne peut pas éviter le sujet du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or 2010 vient enfoncer le clou. Les 3 finalistes, Messi, Iniesta et Xavi, sont tous issus de la Masia. 3 styles différents, mais un même langage appris à Caen-Plan. Le football n'est plus qu'une question de force brute, mais d'une affaire d'intelligence. En 2011, la Masia va changer de lieu. Elle déménage dans le complexe ultramoderne de la Ciudad Esportiva Juan Camper, à San Juan d'Espí. Ce nouveau centre peut accueillir 83 jeunes sur 5 étages, pourtant une règle reste inchangée. Tous les joueurs, quel que soit leur âge, doivent jouer selon le même style, avec la même éthique et les mêmes principes tactiques. Cet âge d'or n'est pas seulement une période de trophée, c'est la victoire d'une idée. La Masia a prouvé qu'un rêve pouvait devenir réalité. Mais comme toute dynastie, l'âge d'or finit un jour par s'éteindre. Comment la Masia pourrait chuter ? Elle domine le football mondial, mais c'est pas tant une question de chute, c'est une question d'évolution. Après 2013, le monde du football change profondément. La formation locale, autrefois cœur des projets sportifs, laisse place à une logique économique globale. Le FC Barcelone n'échappe pas à cette transformation. Si la Masia continue d'exister, son rôle ne devient que secondaire face aux nouvelles priorités du club. La stratégie se tourne désormais vers les méga-transferts, les contrats astronomiques et une gestion financière proche de celle des multinationales. Les salaires explosent, les dépenses s'emballent et la crise sanitaire de 2020 achève de fragiliser le modèle. Dès lors, le rêve d'une équipe façonnée par la Masia s'efface peu à peu. La formation longtemps pilier de l'identité barcelonaise devient une simple variable dans un modèle dicté par le marché mondial. Le symbole de cette nouvelle économie du football est à l'été 2017. C'est le transfert record de Neymar au PSG. C'est un tournant qui s'opère dans le football mondial. Neymar signe pour plus de 222 millions d'euros, ce qui marque l'entrée dans une nouvelle ère, celle des méga-transferts. Les sommes deviennent vertigineuses et l'idée de former des jeunes au sein du club perd du terrain. Barcelone, pour réagir à ce départ, dépense immédiatement 145 millions pour Ousmane Dembélé, puis enchaîne avec Coutinho, Griezmann ou encore De Jong. En à peine 3 ans, plus de 600 millions d'euros sont investis rien que sur les transferts. Le Barça ne fonctionne plus comme un simple club, mais comme un véritable acteur financier mondial. Cette logique s'accompagne d'une explosion des salaires. En 2017 puis en 2020, Messi signe des contrats colossaux, ce qui fait atteindre jusqu'à 92 millions d'euros par an. Le reste de l'effectif suit, Suarez, Piqué, Busquets, Alba, tous dépassent les 10 millions annuels. En 2019 et 2020, la masse salariale représente presque 60% du chiffre d'affaires, bien au-delà des standards raisonnables. La situation devient rapidement insoutenable, d'autant que les résultats sur le terrain ne sont plus aussi stables qu'avant. À tout ça vient s'ajouter la crise du Covid-19. Les stades vont fermer, les droits TV vont être à la baisse, les sponsors vont de plus en plus se mettre en retrait. Le club va perdre une énorme partie de ses revenus. À la fin de la saison 2019 et 2020, il affiche plus de 1 milliard d'euros de dettes. Les dirigeants doivent réagir en urgence. Ils réduisent les coûts. Il y a quelques départs anticipés de certains cadres. Il y a une restructuration des dettes, il y a des emprunts garantis, etc. Mais les ventes partielles des droits à l'image et de Barça Studio ne suffisent pas à rétablir une trésorerie à bout de souffle. Le club traverse alors une des plus grandes crises financières de son histoire.
Parallèlement, la Masia, jadis fierté du club, voit son influence diminuer. En 2011 et 2012, on comptait encore 21 joueurs formés au club, en Ligue des Champions. En 2016 et 2017, ils ne sont plus cuits. Les raisons sont multiples. La pression des résultats pousse à privilégier les stars internationales, les sponsors attendent des noms clinquants, et les jeunes en quête de temps de jeu s'exilent ailleurs. Même si le centre forme encore des centaines de joueurs chaque année, très peu réussissent à s'imposer dans les équipes premières. Ansu Fati et Pedri font figure d'exception, mais leur réussite ne suffit pas à inverser la tendance. Pour autant, le club ne va pas abandonner complètement son centre de formation. La Masia va continuer de fonctionner, mais elle doit désormais cohabiter avec une logique commerciale mondialisée. Le recrutement passe par un réseau international de scouts. Les sponsors comme Rakuten ou Nike prennent une place énorme dans l'économie du club. Les jeunes talents sont mis en avant sur les réseaux sociaux, parfois plus pour leur image que pour leur jeu. La stratégie financière devient prioritaire avec des montages complexes autour de droits de diffusion, de l'immobilier ou de la vente d'actifs comme Barça Studio. Le Barça va être pris entre deux logiques. D'un côté, préserver le mythe de la Masia, berceau de Messi, Xavi, Iniesta, de l'autre s'imposer comme une marque mondiale, capable de rivaliser avec les géants du football business. Ce tiraillement a atteint son apogée. Les jeunes doivent se contenter de rôles secondaires, tandis que le club parie sur des stars internationales pour assurer la visibilité et la rentabilité. La formation devient un luxe relégué derrière les exigences économiques. Après la crise financière liée à la pandémie, le FC Barcelone entre dans une phase critique. Il faut reconstruire, retrouver une identité, mais aussi faire face à une réalité économique encore fragile. Le départ des stars historiques ouvre un vide et la Masia malgré tout est appelée à redevenir un pilier du monde nouveau. La grande question est simple. Dans un modèle de football globalisé et ultra compétitif, peut-on encore laisser aux jeunes le temps et la liberté de s'exprimer comme avant? C'est tout l'enjeu pour le Barça entre 2021 et 2025. En août 2021, Messi va être transféré au PSG, marquant l'aboutissement d'une crise accumulée depuis plusieurs saisons. Endetté à plus de 1 milliard d'euros et contesté dans sa gouvernance, le club catalan ne peut pas offrir à son capitaine un contrat conforme aux nouveaux paramètres financiers imposés par la Liga. La séparation avec la Pulga n'est pas seulement sportive, elle symbolise la fin d'une époque, fait de succès exceptionnels, où l'identité barcelonaise, forgée autour du jeu de la possession et de l'esprit de conquête, se nourrissait d'un groupe stable et soudé. Privé de son leader historique, le Barça se retrouve orphelin d'un style qui depuis 14 ans faisait sa singularité. Juste après le départ de Messi, la direction se doit de faire des choix importants. Et elle le fait. Elle va s'engager dans une série de mesures d'assainissement. Il y a la cessation de certains salaires, on abandonne certains joueurs jugés moins indispensables, on revend certains actifs immobiliers et on va réviser certains contrats de partenariat ou de sponsoring. Ces mesures douloureuses, parfois vécues comme des trahisons par les supporters, permettent néanmoins de rétablir un nouvel équilibre financier, retrouver progressivement de la marge de manœuvre salariale, tout en préservant l'essentiel de l'effectif compétitif. En l'absence de méga transferts, la direction sportive se tourne résolument vers la Masia pour construire une ossature à moindre coût. 3 jeunes joueurs tout juste sortis du centre de formation s'érigent en nouveau visage de l'espoir barcelonais. D'abord Pedri, après une saison entre 2020 et 2021 déjà prometteuse, il devient dès 2021 à 2022 un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Son rôle nous fait penser à celui que Xavi et Iniesta incarnaient jadis. En dehors de Pedri, Gavi aussi. Lancé à 17 ans en octobre 2021, il séduit immédiatement par sa combativité, sa projection, sa grinta et sa capacité à aller vers l'avant, à harceler les milieux adverses. Son trophée Copa en 2022 atteste de l'ampleur de son ascension et lui offre un statut de phénomène planétaire, tout en perpétuant la tradition barcelonaise du milieu box-to-box. Et enfin, le plus connu, sans doute, Lamine Yamal, qu'on découvre dans les années 2022-2023, à peine âgé de 16 ans. Il gagne rapidement sa place d'ailier droit titulaire grâce à ses qualités techniques, sa vitesse et sa maturité impressionnante. En 2023 et 2024, il se voit décerner le trophée Copa à son tour, ainsi que celui du meilleur jeune joueur de l'Euro 2024, remporté avec la sélection espagnole. À 17 ans, sa précocité dépasse les attentes habituelles et il devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe nationale espagnol. Le succès de ces 3 pépites permet de résoudre l'image du club avec ses valeurs historiques, l'audace, la prise de risque et la transmission du patrimoine tiki-taka aux nouvelles générations. Citer les plus connus, mais on peut également citer à la même échelle Fermin, etc. Si l'actualité donne à penser que la Masia renaît, notamment avec tout ce qu'ils ont pu faire cette saison en Ligue des Champions, en Copa del Rey, en Liga, les chiffres vont confirmer cela. En effet, ils ont reçu plus de 3 trophées Copa en 4 ans pour le Barça 2021-2024, un record qui démontre l'excellence de l'accompagnement technique et psychologique des jeunes du centre. Et une multiplication des contrats professionnels signés avant 18 ans. En 2022, 7 joueurs sortant de la Masia obtenaient leur première prolongation. Et également une participation accrue aux compétitions formatrices. Les U19 et les U21 disputent chaque saison la Youth League et la championnat de Catalunya offre à une nouvelle génération l'habitude de la compétition internationale. La Masia par contre ne se limite plus que à la Catalogne. Alors même que la crise financière va imposer des restrictions budgétaires au Barça, il va investir dans des cellules de recrutement international de nouvelle génération.
Ils vont mettre en place un réseau élargi d'observateurs. Plus de 60 scouts répartis sur les 5 continents chargés d'identifier dès 14 ans les joueurs les plus prometteurs dans des écoles et des académies partenaires. En Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Afrique. Il y a également des partenariats techniques avec des clubs affiliés. Il y a un accord de coopération avec le FC Goa en Inde ou Palmeiras au Brésil pour faciliter l'intégration des jeunes talents, l'échange de méthodes d'entraînement et l'organisation des tournois de détection. Enfin, il y a une mise en place d'une plateforme d'analyse de données, c'est-à-dire un recours intensif aux outils de big data, possession, basse intensité, sprint, pour évaluer objectivement le potentiel d'un joueur avant de le soumettre à un test en Catalogne. Cette accélération du scouting mondial contraste avec les années passées où la Masia se contentait de prospecter localement. Elle traduit la conviction que bien que le club doive à nouveau s'appuyer sur son vivier interne, il ne peut fermer les yeux sur la concurrence internationale. Ainsi, la Masia n'est pas seulement un centre de formation, c'est un symbole culturel qui, depuis les années 70, porte les valeurs d'un club. Or, dans un monde où le sponsoring, les droits télévisés et le merchandising constituent l'essentiel des revenus du FC Barcelone, il doit veiller à maintenir une identité de jeu. Même si les jeunes formés doivent s'adapter à de nouvelles consignes tactiques, un pressing plus haut, des transitions rapides, la flexibilité et le positionnement, l'ADN du club, jeu combiné et la maîtrise technique doit perdurer. Aujourd'hui, le défi pour le Barça est de proposer des contrats attractifs aux jeunes prodiges sans reproduire les excès passés. On parle aujourd'hui de proposer des packages combinant salaire fixe, prime de performance, droit à l'image partagée et bonus liés à la formation du joueur. Le dernier enjeu auquel le Barça doit faire face, c'est assurer un petit équilibre entre la vente et la conservation de ses pépites. Si la revente des jeunes talents comme Pedri, Gavi, Yamal peut apporter une masse salariale et financière à court terme, le club doit arbitrer entre l'intérêt économique immédiat et l'impact sportif du vente prématuré. Le package Pedri, présenté pour être vendu lors de l'intersaison 2024, mais finalement retenu, illustre cette tension. Ce qu'on peut retenir, c'est que la Masia se trouve à la croisée des chemins. Relevée de ses cendres financièrement, elle va devenir le fer de lance d'une reconstruction fondée sur la formation plutôt que sur les transferts à prix d'or. La première réussite de Pedri, Gavi et Lamine Yamal montre que le vivier catalan n'a rien perdu de sa productivité. Néanmoins, la pérennité du projet passe par la capacité du club à gérer ses ressources avec rigueur, à innover dans des méthodes pédagogiques et à préserver son identité dans un football largement dominé par l'appât du gain. Aujourd'hui, la Masia reste un atout irremplaçable, celui d'un modèle où l'homme jeune, éduqué, formé prime sur la simple transaction financière. Si l'équilibre entre tradition barcelonaise et contraintes économiques se stabilise d'ici 2026, le Barça pourra alors réaffirmer sa place parmi les clubs les plus admirés au monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter. J'ai essayé de faire du mieux avec les sources que j'ai trouvées, mais s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Merci beaucoup.